Merci d'être sur OM5 TV, Lénaïque avec vous, et je suis avec Pierrette Crozemarie qui est inspectrice principale des douanes. Elle est aussi conseillère du CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Elle est vice-présidente de la délégation à l'outre-mer du CESE et on va parler avec elle d'un avis qu'elle a rapporté, puisqu'on dit qu'elle est la rapporteure de l'avis La microfinance dans les outre-mer. On va voir ça tout de suite avec elle. Pierrette, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est être rapporteur ? Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que le Conseil économique, social et environnemental est composé de groupes qui représentent le monde social et économique, et j'appartiens au groupe de la CGT. Donc, c'est à ce titre syndical et non pas en fonction de mes responsabilités professionnelles que j'ai réalisé ce travail sur la microfinance dans les Outre-mer. Donc pour en venir à votre question, qu'est-ce qu'être rapporteur ? Il y a une formation de travail qui s'appelle la délégation aux Outre-mer et qui choisit des sujets qui sont plus particulièrement importants pour les Outre-mer. Nous avons ainsi traité de la dépendance ou des jeunes, ou de l'emploi par exemple dans la dernière période et de l'insertion des jeunes. Et là, nous avions choisi la microfinance parce qu'il nous semble que c'est un outil performant d'insertion sociale et de développement économique pour les Outre-mer. Alors c'est un avis au départ, et là, depuis quelques jours, il a été voté, voilà. Validé. Voilà, donc au départ, il y a une recherche, bien sûr, documentaire, une recherche sur le terrain, l'élaboration ensemble de propositions que nous présentons au gouvernement et aux acteurs. Et depuis la semaine dernière, cet avis a été voté par l'Assemblée plénière, à l'unanimité d'ailleurs, et donc nous espérons que les assemblées parlementaires se saisiront pour leur part de responsabilité de ces propositions, et surtout le gouvernement sera à l'initiative. Par exemple, nous souhaitons une impulsion nouvelle pour le microcrédit et donnons un nouveau rôle à des outils publics qui existent, comme la Caisse des dépôts et consignations ou l'Agence française de développement, qui pourraient être des acteurs encore plus performants en matière de microcrédit pour les Outre-mer. Et d'ailleurs, quand vous prépariez ce dossier, vous êtes allé en mission à Mayotte, Oui. La question c'était comment favoriser le développement de Mayotte, et ça passe par ces microcrédits notamment. Pour Mayotte, c'est tout à fait clair, puisqu'il y a une vraie difficulté d'accès au crédit bancaire pour les porteurs de petits projets. Ils n'ont pas accès au réseau bancaire classique parce qu'ils n'ont pas de fonds propres, ils ne peuvent pas présenter de garantie. Bien sûr, ils démarrent, ils n'ont pas de bilan. Donc la seule solution pour eux, c'est le microcrédit accompagné. Cet accompagnement est particulièrement important. Et j'ai vu à Mayotte vraiment de très belles réalisations de femmes qui ont monté leur activité à partir de commerces, je dirais, de modestes au début, et puis qui maintenant vont s'approvisionner à Dubaï, en Chine, et qui développent leur activité. C'est une façon pour elles, bien sûr, de s'insérer dans la société mahoraise, d'élever leurs enfants, d'avoir une indépendance financière. J'ai trouvé vraiment des expériences remarquables à partir de microcrédits et la volonté de monter une affaire qui répondent à de l'utilité sociale. Et puis qui les fasse sortir du chômage aussi, hein. C'est un peu aussi un des principes, c'est de pouvoir créer son entreprise, son activité, et donc sortir du chômage. Voilà. Alors ce qu'on constate effectivement à Mayotte, mais aussi à La Réunion, dans les Outre-mer, c'est qu'en fait on crée son propre emploi. C'est très difficile de créer au-delà de son propre emploi. Il y a des expériences, mais enfin pour l'instant, c'est surtout créer son propre emploi. Mais déjà ça, je pense que c'est important, ça mérite d'être souligné. Il faut aider ces entrepreneurs et ces entrepreneuses-là parce qu'elles ont la volonté de dynamiser, en l'occurrence, leur île pour Mayotte.
Et il y a des projets de nature très différente. Il y a des projets dans la restauration, il y a des projets dans les services, il y a des projets dans l'agriculture. Donc franchement, il y a des jeunes femmes, des jeunes gens qui ont des idées et qui veulent participer à ce développement. Alors on parlait de Mayotte, mais évidemment ça concerne tous les Outre-mer. Hein. Ça concerne la Guadeloupe, la Martinique, Oui. La Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Vous avez remarqué durant votre étude qu'il y a plus de femmes qui créent leur activité, leur emploi? Par le microcrédit, oui. Alors malheureusement, je pense que c'est lié au fait que le crédit bancaire leur est encore plus difficile qu'aux hommes. Et il y a effectivement plus de femmes qui ont recours au microcrédit dans les Outre-mer. Est-ce qu'il y a une étude réalisée sur les remboursements? Parce que ce qui fait peur aux banques aujourd'hui et qui fait qu'ils n'accompagnent pas les projets de gens comme ça, c'est qu'ils ont peur de ne pas être remboursés. Le microcrédit, on a l'impression qu'eux, ils n'ont pas peur. Alors, est-ce qu'ils sont finalement très bien remboursés? Est-ce qu'on le sait, ça? Est-ce qu'on a des retours? Oui, on a tout à fait. La principale association qui fait du microcrédit l'a dit, suit très attentivement les remboursements. Et on constate qu'au contraire, il y a de très beaux taux de remboursement dans les Outre-mer. Ils sont d'ailleurs meilleurs qu'en métropole. Donc oui, les gens, ils ont tout à fait à cœur d'honorer ces remboursements. Alors on peut se demander pourquoi les banques n'utilisent pas le credo. Alors, je précise quand même que c'est un microcrédit qui est accompagné, c'est ça qui fait son succès. L'accompagnement, ça veut dire qu'il y a des gens qui passent du temps en amont pour monter le projet, pour aider au montage du projet. Et puis, ce que nous proposons, nous, c'est pour développer ce microcrédit et pour développer l'activité, c'est de développer l'accompagnement après, dans le suivi du projet pour que l'entreprise soit pérenne et pour qu'elle puisse grandir. Et ça, cet accompagnement après, c'est vrai qu'il est coûteux, il requiert des compétences. Donc nous proposons bien sûr d'aider les bénévoles, mais nous proposons aussi que les associations qui font cet accompagnement soient plus aidées par la puissance publique, par les collectivités locales. C'est ce qui explique aussi ça explique aussi une partie du coût de ce microcrédit. Oui, j'allais y venir. Voilà. C'est que évidemment les taux sont beaucoup plus importants que ceux proposés par une banque, par exemple. Alors les taux sont importants par rapport au crédit bancaire actuel, mais c'est lié au modèle économique de l'association qui l'a dit, qui va elle-même emprunter pour reprêter. Donc c'est pour ça que pour que ces taux ne soient pas trop élevés, nous demandons au pouvoir public de s'investir beaucoup plus. Et nous pensons que c'est possible qu'il le fasse par des mandats qu'il donnerait à la Caisse des dépôts et consignations et par des fonds qu'il pourrait abonder au niveau du Fonds de cohésion sociale, ou un mandat plus important qu'il donnerait à l'Agence française de développement pour abonder, là encore, l'effort qui est fait par l'agence en faveur du microcrédit. Alors là, on parle de microcrédit, mais on parle aussi de microfinance. Quelle est la différence ? Alors la microfinance, c'est plus large puisque ça comprend aussi la microassurance et ça comprend la finance participative et solidaire. La microassurance, c'est quelque chose qu'on a un peu découvert collectivement au niveau de la délégation à l'outre-mer. En fait, ça existe en métropole. C'est une assurance qui répond aux besoins de ces créateurs qui sont dans le cadre de création d'entreprises modestes. Donc ils n'ont pas forcément besoin des produits d'assurance qui sont sur le marché, qui peuvent être surdimensionnés pour eux et surtout trop coûteux, parce qu'il faut penser aussi que c'est des gens qui ont peu de ressources, puisqu'ils empruntent pour créer leur activité. Donc nous avons regardé les formules de micro-assurance qui existent dans le monde, il en existe dans l'environnement régional des Outre-mer, et il nous semble que ce serait au contraire un facteur de sécurisation de cette activité que d'avoir cette micro-assurance qui pourrait se développer dans nos Outre-mer, en lien sans doute avec ce qui se fait dans l'environnement régional des Outre-mer. Bon, je donne un exemple. À La Réunion, il n'y a pas de micro-assurance. Par contre, à Madagascar, il y a de grandes compagnies, de grands groupes qui font de la micro-assurance, qui ont donc le savoir-faire. Donc nous pensons qu'il y a des coopérations qui pourraient s'établir et que la micro-assurance pourrait se développer à La Réunion assez rapidement. Parce que ces assurances sont obligatoires. Alors en plus, une partie des assurances, vous avez raison, sont obligatoires, mais ça, les créateurs ne le savent pas forcément. Et c'est pour ça que nous disons le microcrédit permet de créer l'activité. Par contre, la microassurance sécurise l'activité.
Parce que dès qu'il y a un problème, le problème peut être dramatique pour la personne. S'il y a un accident corporel. Donc quand vous parlez d'accompagnement, voilà, il faut dire ça fait partie de l'accompagnement. Voilà, il faut qu'on dise aux créateurs que non seulement l'assurance est obligatoire, mais il faut leur permettre d'accéder à cette assurance. Donc nous, ce que nous proposons, ce sont des produits d'assurance adaptés à ces petites entreprises. Alors, ça veut dire que là où il n'en existe pas aujourd'hui, il faudrait les mettre en place. Voilà. Nous invitons évidemment nos grands groupes d'assurance à s'implanter dans les Outre-mer avec ces produits, je dis bien parce qu'ils sont implantés bien évidemment, mais avec des produits classiques, pas forcément adaptés, donc avec ces produits. Et nous leur disons aussi que c'est leur intérêt parce que demain, ces personnes-là seront assurées dans le réseau classique de leurs produits. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs le raisonnement qu'ont tenu nos grands groupes d'assurance pour s'implanter dans les pays en développement en micro-assurance. C'est quelque chose qui est important dans le monde. Il y a plus de 500 millions de personnes qui sont couvertes par des micro-assurances. Donc, voilà. Affaire à suivre. Voilà. Alors, microcrédit, micro-assurance, la finance, quand on parle de finance solidaire ou finance participative, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de finance solidaire? Ça veut dire quoi? Finance solidaire, vous avez un certain nombre de produits bancaires ou d'assurance qui vous permettent de contribuer à partir de votre épargne à des produits d'utilité sociale ou environnementale. C'est vous qui choisissez d'affecter une partie de votre épargne à un projet. Et donc votre rémunération sera moindre, voire il n'y aura pas de rémunération. Vous pouvez le faire sous forme de dons. C'est quelque chose, la finance solidaire, qui se développe beaucoup, mais nous pensons qu'il y a matière à un développement encore plus important. Et la finance participative... Mais ça, c'est qui propose ça? Les établissements bancaires, oui. Les grands réseaux bancaires et d'assurance sont tous des produits... enfin, la plupart ont des produits solidaires. Et puis, les leaders, ce sont les groupes de l'économie sociale et solidaire, puisque... ça fait partie, je dirais, de leur ADN, de proposer ces produits qui sont affectés à des projets d'utilité sociale, d'utilité environnementale. Est-ce que quelqu'un qui fait un microcrédit avec un projet professionnel pourrait rentrer dans ce cadre-là de finance solidaire ? Oui, il pourrait rentrer de façon indirecte, je dirais. Là, nous faisons surtout appel à ceux qui ont la capacité d'épargner pour qu'ils puissent mettre plus de cette épargne sur ces projets-là qui sont fléchés économie solidaire. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est par exemple quelqu'un qui a bénéficié d'un microcrédit, on va dire avec l'ADI. Est-ce qu'une banque pourrait proposer à ses clients de participer et donc de financer, de faire cette finance solidaire sur ce projet-là, par exemple? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi direct que ça, les liens, mais oui, il y a des banques du secteur, je pense, mutualiste et coopératif, qui sont très intervenantes, je dirais, pour soutenir ces projets-là. Elles le font en général au travers d'associations qui ont été créées et qui permettent de compléter par des prêts d'honneur, par exemple, des projets. Et là, là, ça c'est la finance solidaire. Voilà. Et la finance participative. Alors l'autre question que vous m'avez posée, la finance participative, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qui s'appelle des fois le crowdfunding. Nous, on a pris l'appellation française. Ça consiste à porter ces projets. Alors nous, c'est des projets pour le développement des Outre-mer, les porter à la connaissance par Internet du public et faire appel donc au travers ces outils modernes à leurs fonds pour financer ces projets. Donc cette finance il y a plusieurs sites comme ça. Voilà, il y a des sites qui financent, qui présentent des projets et qui fonctionnent sur le système du crédit. Il y en a d'autres qui fonctionnent sur le système du don. Et j'ai présenté au Conseil un beau projet qui vient d'être monté à La Réunion, qui s'appelle POC et qui consiste à présenter des projets avec une finalité sociale, une finalité
comité environnemental et faire appel donc aux dons. Ça permet de contribuer au développement de l'île pour les originaires qui ont été obligés de quitter, par exemple, leur île. Et donc dans les Outre-mer, il n'y a qu'à La Réunion que ça existe alors, pour l'instant? J'ai donné cet exemple-là. Non, ça existe. J'ai vu des projets financés par de la finance participative dans le Pacifique. Donc ça existe dans d'autres territoires. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas Voilà. Enfin, c'est vrai, je connaissais comme beaucoup certainement ces sites, il y en a plusieurs. Il y a KissKissBankBank, il y en a d'autres encore. On présente un projet, on dit voilà, on a besoin de temps et cet argent va nous servir à ça, donner, et ensuite on essaye de partager un maximum l'information pour recevoir de l'argent. Voilà. Et on a un temps précis, voilà. Ça peut être quelques mois, ça peut être quelques semaines, pour récolter l'argent. Donc ça, c'est un peu, c'est dans la même mouvance, quoi. Ah, de toute façon, oui, c'est exactement le même principe. Le projet que je présentais la semaine dernière s'appelle une case à lire. Ça consiste à mettre à disposition une sorte de cabine où on peut mettre des livres, et puis c'est décoré par un artiste, et c'est tout à fait mobile, cette cabine. Ça permet à des enfants de lire dans des endroits inédits, dans des jardins, dehors, mais ça permet aussi à d'autres personnes de venir lire et d'échanger à propos de cette lecture. Donc nos ultramarins ont de bonnes idées. Voilà, les ultramarins ont de bonnes idées. Il faut simplement leur donner un petit coup de pouce pour concrétiser leur projet. Oui, parce que derrière votre avis, derrière ce projet que vous avez lancé, c'était de présenter une sorte de nouveau modèle de développement en fait, des Outre-mer. C'était aussi d'inciter à créer son emploi, on l'a dit en début d'émission. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a une page Facebook pour le CESE, il y a également un site. Le site, c'est tout simple, c'est lecese.fr, et puis pour la page Facebook, c'est Conseil économique, social et environnemental. Vous allez trouver ça tout facilement, et si vous n'avez rien pour noter, nous, comme d'habitude, on vous l'inscrira sur notre site ou notre page de l'émission. Pour terminer, vous avez un message particulier aux ultramarins par rapport à ces microfinances, microcrédits, finances solidaires, participatives? Je pense que les expériences positives que j'ai vues sont facteurs de confiance. Donc il y a des potentialités dans les Outre-mer, il faut pouvoir les exploiter, et pour ça les ultramarins ont besoin de ce coup de pouce que l'on demande au niveau de la mixité des ressources. Mixité pourquoi? Parce que c'est à la fois des fonds publics, l'État, les collectivités locales, mais aussi c'est un appel pour que les banques, les assurances croient dans ces Outre-mer et permettent que du crédit bancaire se développe pour créer de l'activité. Donc un message d'espoir en quelque sorte. Alors juste pour terminer aussi sur un autre message d'espoir, j'imagine que vous allez essayer de suivre un petit peu l'évolution de ces projets. Est-ce que vous allez prévu en tout cas de faire un bilan par exemple dans 1 an, dans 2 ans sur ces microfinances, microcrédits et tout ce qui va avec? En tout cas, un bilan serait intéressant à dresser parce que nous avons constaté déjà un développement exponentiel. Le microcrédit dans les Outre-mer, c'est déjà 1/3 de la production de l'ADI, par exemple, donc c'est énorme. Et puis surtout, c'est un développement extrêmement important et nous pensons qu'il est temps pour le gouvernement de permettre un changement d'échelle. Aujourd'hui, le microcrédit, c'est vraiment tout petit en nombre et nous pensons que c'est un très bon outil pour le développement économique des Outre-mer. Donc oui, nous allons être vigilants sur les dispositions présentées en loi de finances. Et vous reviendrez pour nous parler de ce que vous avez découvert. Écoutez, avec plaisir. Merci en tout cas à vous. C'était Pierrette Crozemarie, mon invitée aujourd'hui. Et je vous rappelle encore une fois le site lecese.fr et la page Facebook Conseil économique, social et environnemental. Et si vous voulez en apprendre plus, sachez que cet avis, la microfinance dans les Outre-mer, sera disponible dans une brochure dans quelques jours. Et autrement, il est déjà téléchargeable sur le site. C'est un avis et un rapport sur la microfinance dans les Outre-mer. Donc vous pourrez retrouver tout ça en détail. Merci encore. Merci beaucoup.